espacer naturellement vos naissances sans avoir recouru à un quelconque produit, comme par exemple une ingestion ou tout autre produit contraceptif. Santé et développement de ce jour vous donne les détails. Docteur Agon, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes docteur en développement régional, également docteur en médecine douce. Oui. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux régulations naturelles des naissances, qui fait partie des médecines douces. Alors dites-nous, comment on peut espacer les naissances naturellement? D'abord, merci pour ta présentation. C'est un plaisir pour moi, depuis les années 70, d'étudier, de savoir. Comme une graine, l'école est une terre fertile pour moi, me permet d'exploser mon potentiel. Et j'en ai suffisamment encore. Je ne pourrais pas épuiser mon potentiel avant d'être rappelé par Dieu. Alors déjà, le peu que je sais, je travaille dans deux domaines. C'est pourquoi cette émission est santé et développement. C'est parce que nous sommes dans la santé et nous sommes dans le développement. Nous sommes une ressource importante, une ressource dans ces deux domaines. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la santé. Et plus précisément, nous voulons parler de la régulation naturelle des naissances. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus aux femmes. Oui, aux femmes. Oui. Au couple, hein, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme, oui, c'est le couple. C'est le couple, ce n'est pas seulement la femme, c'est le couple. C'est les hommes et les femmes et la vie ensemble. C'est ça qui est très important. Et quand nous avons choisi dans les années 93 d'étudier à Paris la régulation naturelle des naissances, c'est pour apporter quelque chose à notre pays, apporter quelque chose à la communauté africaine. C'est parce que nous avons vécu beaucoup de choses. Quand moi j'étais au collège, j'avais vécu des phénomènes sévères, c'est-à-dire il y avait des camarades qui avortaient. Oui. Et même j'ai vu beaucoup de gens mourir, des femmes qui sont décédées à cause des avortements. Alors donc, et au sein de l'Église, dans la communauté chrétienne, l'avortement n'est pas permis. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, j'ai jugé bon, parallèlement à ma formation, à la formation pour laquelle j'étais en France, dans les années 90, j'ai jugé bon d'aller m'inscrire pour faire ce qu'on appelle le MAO 1, MAO 2, c'est-à-dire la formation sur la régulation naturelle des naissances. C'est pourquoi c'est important. Et l'importance est aussi démontrée à un autre niveau, puisque dans cette méthode naturelle d'espacement des naissances, c'est une méthode qui agit et qui permet de ne pas toucher à l'embryon, au fœtus, une fois à l'œuf, une fois formé. Puisque nous parlons de naissance là, il y a conception ou il y a fécondation quand l'ovule émis par la femme et un des spermatozoïdes d'un homme se rencontrent. Souvent, le plus souvent, c'est au tiers supérieur de la trompe de la femme. Et donc, en ce moment-là, le gamète mâle qu'on appelle spermatozoïde pénètre l'ovule par une seule partie qu'on appelle le cône de fécondation. Et en ce moment-là, ça donne un œuf. Et à partir de là, c'est un être humain qui a commencé. La vie d'un être humain a démarré comme ça. Un être humain complet. Oui, complet, en formation. D'accord. Alors donc, les méthodes abortives, ce sont les méthodes qui agissent après la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. C'est-à-dire après la fécondation. Mais les autres méthodes qui évitent la rencontre de ces deux gamètes et qui agissent avant que les gamètes ne se rencontrent, ce sont les méthodes acceptées. Cette méthode dont on parle là, en quoi elle est naturelle? Pourquoi dit-on qu'elle est naturelle? Oui, elle est naturelle parce que elle fait pas recours à des injections, elle ne fait pas recours à des pilules, à des choses qu'on fait. Non, mais c'est juste une observation de soi. En fait, cette méthode est basée... C'est des tisanes qu'on boit? Pas du tout. Pas du tout, ce ne sont pas des tisanes, ni des amulettes qu'on porte, rien du tout. Pas de bague? Non, rien, pas de bague, il n'y a rien. Mais cette méthode est fondée sur 3 ou 4 observations importantes.
au niveau de la femme. C'est chez la femme qu'il faut observer. Aidée par le mari, la femme s'observe. Nous allons d'abord parler de l'entrée. Il y a 3 phases. Il y a la phase d'entrée, il y a la phase avant l'ovulation, il y a la phase, la période féconde, et la phase post-ovulatoire. Il y a pré-ovulatoire, ovulatoire et post-ovulatoire. Donc, cette méthode permet de connaître aisément les phénomènes naturels qui s'opèrent chez la femme pendant la phase pré-ovulatoire, pendant la phase ovulatoire et la phase post-ovulatoire. Alors, parlons d'abord de la phase ovulatoire et pré-ovulatoire. Alors, qu'est-ce qui permet à la femme de savoir qu'elle n'est pas dans la phase ovulatoire? Nous allons parler d'abord de la glaire. La glaire cervicale. Si on dit glaire cervicale, c'est-à-dire c'est une sécrétion des scripts du col. Il y a des petits creux. Le col de l'utérus de la femme, à l'intérieur du col de l'utérus, il y a des petits creux qui produisent un liquide qu'on appelle, c'est-à-dire un liquide laiteux, un liquide pâteux, un liquide qui évolue et qui prend des formes jusqu'à avoir une forme élastique qu'on appelle glaire. Puisque ça vient de ces petits trous et du col, on l'appelle glaire cervicale. La glaire cervicale, dès que la femme sent la glaire cervicale, c'est-à-dire elle entre alors, elle sort de la période préovulatoire pour rentrer dans la période ovulatoire. Donc, la glaire est un signal. La glaire, c'est un phénomène hormonal. C'est la production d'un processus hormonal. Je vais peut-être les expliquer un peu plus tard. Alors donc, quand la femme commence par sentir la glaire, et comment elle va sentir la glaire? Oui, comment elle sent la femme n'est pas totalement sèche tous les jours. Mais quand elle est un peu humide, elle le sait. Elle est un peu moite. C'est pourquoi la femme doit se poser une question. Est-ce que je suis comme j'étais hier? Est-ce que au niveau de mon appareil génital là, l'humidité que je sens, est-ce que c'est comme hier? Ou bien est-ce que je suis pas un peu plus différente qu'hier? Et puis elle se pose la question, elle va sentir que tiens, elle est un peu moite, elle est un peu humide. Ça veut dire que la glaire a commencé par s'écouler. Et au début, la glaire n'est pas fluide, elle est pâteuse, elle est collante. Et cette glaire, je vais faire la différence entre la glaire et toute autre sécrétion vaginale de la femme. Bien sûr. La glaire tombe en paquet. Quand la femme fait la toilette le matin, la glaire tombe en paquet et circule et la femme voit dans l'eau qui circule. Mais c'est toute autre sécrétion, ça s'éclate. Toute autre sécrétion s'éparpille et se brise. Mais la glaire reste en paquet dans l'eau de toilette. C'est une manière de montrer aux femmes que tout ce qui sort de l'ESS n'est pas glaire. Ce qui est glaire reste en bloc et en paquet dans l'eau. Même dans l'eau, ça c'est... On voit ça dans l'eau. Donc, quand la femme sent, la femme ne doit pas aller chercher la glaire au col. Parce que la glaire, on peut, si la femme monte, essaye de chercher la glaire au col, elle va trouver la glaire. Et une femme qui veille sur elle-même peut chercher à voir est-ce qu'il y a écoulement de glaire au niveau du col. Ok, c'est possible. Mais il faut attendre que la glaire soit sentie dans son sexe, dans son vagin. Elle sent la glaire. La présence de la glaire fait que la femme se sent un peu humide. Et quand elle se sent humide, elle se dit, tiens, elle note que le début de la glaire, elle note la date là. Et ça a commencé comme ça. Et donc, quand la glaire commence, ça veut dire que la femme est rentrée dans la période ovulatoire. Et la glaire a 5 fonctions. La glaire est utile pour 5 raisons. La première raison de la glaire, alors, elle contient les nutriments qui vont permettre de nourrir les gamètes mâles pour que les gamètes puissent monter et rentrer dans les trompes jusqu'à rencontrer un ovule, l'ovule là-bas. Et donc, la glaire contient de la nourriture. Première fonction, la glaire, elle nourrit. Ensuite, la glaire, à cause de sa forme, de sa nature, permet le mouvement des gamètes et leur évolution vers le haut, parce que les gamètes ont de flagelles et se déplacent
Un peu comme les poissons dans l'eau. Comme les poissons dans l'eau. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que les gamètes se déplacent grâce à leur queue, leur flagelle. Et donc la glaire favorise le mouvement vers le haut. La troisième fonction de la glaire contient une substance alcaline. La glaire n'est pas acide, la glaire est basique. Et la glaire neutralise toute l'acidité du vagin. Pendant la période féconde, la glaire neutralise toute l'acidité du vagin, favorisant la survie des gamètes. Parce que quand le vagin est totalement acide, parce que le vagin est naturellement acide, et étant acide, tous les gamètes meurent. La plupart des gamètes meurent. C'est acide pour pouvoir protéger le vagin. C'est des bactéries normales, des bactéries utiles qui sont là et qui protègent. C'est ça qu'on appelle la flore vaginale et qui protège le vagin de la femme. Et donc, cette acidité vaginale tue les gamètes. Mais pour éviter la mort des gamètes, la nature fait que la glaire s'écoule et neutralise l'acidité pour favoriser la survie des gamètes. Et ce caractère basique de la glaire, du moins ça, permet aussi la neutralisation du voile qui coiffe la tête des spermatozoïdes. Parce que les spermatozoïdes ont un voile, un chapeau sur leur tête. Et ce chapeau cache leur corne de fécondation. Les gamètes ont une corne sur leur tête. Et c'est cette corne-là qui pèse le cône de fécondation pour qu'il y ait fécondation. Donc c'est la glaire qui favorise tout ça là. Et la dernière fonction de la glaire, quand la femme conçoit, quand il y a fécondation là-bas, la glaire s'épaissit et durcit et ferme complètement le col pour 9 mois. Donc la glaire est très importante. La glaire, c'est pour la maternité. Dès qu'il y a glaire, la femme se dit, alors je suis en début de période féconde. J'entre dans la période féconde. Donc ça, c'est le premier phénomène. Par rapport à la dernière fonction de la glaire, ça veut dire que la plupart des femmes qui ont des fausses couches n'ont pas de bonne glaire. Non, ce n'est pas de bonne glaire. C'est des problèmes. La fausse couche a beaucoup de raisons. Je ne peux pas rester maintenant ici et définir les raisons. Il y a trop de raisons. La glaire s'épaissit et bloque toute entrée pour qu'aucun microbe ne passe. Aucun microbe ne passe par là pour protéger le bébé. C'est juste par rapport aux microbes. Non, c'est pour la protection de l'enfant, du nouveau bébé qui est à l'intérieur. Mais ça, il y a d'autres raisons pour lesquelles l'évolution peut échouer. Oui, je ne suis pas là pour parler de ça. Je ne remplace pas le gynécologue. Moi, je parle ici en étant un moniteur conjugal, en étant un docteur en médecine douce, en connaissant les méthodes naturelles. Après la glaire, qu'est-ce que la femme doit observer encore? Après la glaire, la femme doit observer son propre col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est le prolongement de l'utérus qui tombe dans le vagin. Et ce prolongement qu'on appelle le col de l'utérus, c'est par là que l'entrée de l'utérus est à travers le col. Donc, ce col-là a souvent deux positions. Soit le col est bas ou le col est haut. Mais le col est toujours bas pendant les périodes non fécondes. Le col est bas, penché et dur comme le bout du nez. Mais quand le col n'est pas bas et est en haut, le col est ouvert et haut et mou comme le bout de l'oreille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la femme observe? La femme observe, tous les jours qu'elle s'en va faire la toilette, elle remarque que son col est là. Et donc, le col est bas, penché et dur. Et c'est difficile pour elle d'aller chercher le bout du col. Mais quand la période féconde commence, le col commence à se redresser. Et se redresse totalement et va jusqu'en haut et s'ouvre et devient mou comme le bout de l'oreille. Et la femme n'arrive même plus à toucher. C'est tellement haut que la femme n'arrive plus à toucher. Il faut qu'elle presse son bas-ventre pour que le col descende un peu, pour qu'elle touche le col. En période ovulatoire, le col va en haut, se redresse et évolue vers le haut et s'ouvre, puisque le col veut le sperme. Puisque le col attend le sperme, le col s'ouvre et devient mou comme le bout de l'oreille. Mais en dehors de ce moment-là, c'est dur comme le bout du nez. Toutes les femmes, dès qu'on leur apprend ça, bas et penché. Bas et penché et dur en période non féconde. Mais en période féconde, le corps se redresse, haut, ouvert et mou.
comme le bout C'est-à-dire, de l'oreille. le col se redresse au fond Oui. du vagin pour accueillir et le sperme. D'accord. Puisque le sperme de l'homme sort en saccades, Oui. en 2-3 saccades. Et donc, le premier jet peut déjà rentrer directement dedans. C'est comme ça. Et pour ça, il faut que ça soit ouvert. Ça là-bas. soit ouvert. Ouais. Sinon, c'est souvent fermé, dur et puis penché. D'accord. Donc, la femme observe. Dès que son col commence par évoluer, se redresser, elle se dit, ah, je suis vraiment rentré dans la période féconde. Et elle observe son col. Puisque le lendemain de l'ovulation, le col se ramène rapidement en bas. Elle se réveille le matin et puis elle a le col encore en bas, penché Oui. et dur, bien fermé. Oui. Ce n'est plus mou comme hier. D'accord. Donc, ces deux positions, la femme doit observer. D'accord. Quand elle est en période non féconde, le col est bas, Oui. penché et dur. Dur. Dur comme le bout du nez. Oui. Et c'est difficile même pour elle d'aller chercher son bout. D'accord. Parce que c'est penché vers la paroi Oui. du vagin. D'accord. Alors, mais quand elle est en période féconde, quand elle est rentrée dans la période ovulatoire, le col va en haut. Oui. Le col monte, hein. Ça va au moins 3-4 jours avant de monter totalement en haut. Le col commence à monter en haut et c'est difficile pour elle de toucher le col. Et puis le col s'ouvre et puis est mou. Oui. Et comme ça, la femme connaît la consistance de son col. Mais au lendemain de l'ovulation, le col est en bas, penché et dur comme avant. D'accord. Donc ça, c'est deux indicateurs importants pour la femme. D'accord. Alors maintenant, nous allons parler En dehors du col. en dehors du col. Il y a un autre phénomène que la femme va encore. Observer. C'est l'ensemble de ces phénomènes-là qui forment la méthode Naturelle. naturelle de naissance, qu'on D'accord. appelle la RNN, la régulation naturelle des naissances. Alors donc, quand la femme observe le col, elle doit faire aussi attention à autre chose. Pendant que le col commence par évoluer comme ça, la glaire devient plus fluide, plus élastique. Et au cœur même de la période ovulatoire, la glaire devient tellement liquide que même quand la femme va uriner ou bien quand elle va à la toilette, en se levant, la glaire coule de son cesse et tombe comme ça. Eh bien, la femme va sentir que dans son slip, la glaire coule dedans. D'accord. C'est quand la glaire est très élastique, très fluide, qu'elle coule jusqu'au slip. Si quand le slip de la femme est mouillé par la glaire, ça veut dire qu'elle est vraiment dans la période féconde. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Normal. J'ai dit que la différence entre la glaire et toute autre sécrétion, c'est que la glaire tombe en paquet dans l'eau, Oui. alors que toute autre sécrétion s'éparpille dans l'eau, S'éparpille. se casse dans l'eau. D'accord. Voilà. Oui. Donc, si c'est une maladie, Oui. ça va se casser. Oui. Et la glaire, quand la femme ramène la glaire vers son nez, Oui. ça ne repousse pas la femme. D'accord. Ça ne repousse pas la femme. Mais toute autre sécrétion vaginale, dès que la femme ramène son doigt vers le nez, ça la repousse, elle pousse son doigt loin. Ça veut dire que ce n'est pas de la glaire, Ce n'est pas mais de c'est la autre sécrétion. sécrétion. Elle doit aller consulter le gynécologue. D'accord. Alors donc, c'est l'observation du col, ça, et de la glaire pendant la phase ovulatoire, ça. Oui. Maintenant, il faut que la femme observe encore une autre chose. La femme doit observer encore son bassin. Le bassin de la femme, les ovaires sont... Il y a deux ovaires. La femme, comme l'homme a deux gonades, c'est-à-dire deux testicules, Oui. la femme aussi Chez a la femme. deux ovaires internes. Oui. C'est ici en bas et l'autre côté aussi en On bas. parle de l'ovaire droite et de l'ovaire gauche. Gauche. Oui. Maintenant, quand chaque ovaire travaille un mois et se repose, l'autre aussi travaille. Et chaque mois, l'ovaire émet du moins ça, un ovule. Et cet ovule, son évolution, l'ovule n'a aucune sortie. L'ovule n'a aucun chemin par lequel l'ovule sort. L'ovule, c'est d'abord un follicule qui commence par mûrir, D'accord. et qui commence à grossir, et puis finalement on l'appelle le follicule du digraphe. Et ce follicule mûr Oui. s'éclate comme une fleur sous la membrane qui couvre l'ovaire. D'accord. Et donc, par phénomène osmotique, l'ovule déchire. L'ovule déchire. En fait, l'ovaire s'enflamme. C'est une inflammation. D'accord. L'ovaire s'enflamme. Et là où il y a l'inflammation, là, c'est là où le follicule mûr veut s'ouvrir et l'ovule sort. L'ovule sort et laisse une cicatrice. D'accord. L'ovule, il n'y a pas un chemin par lequel l'ovule sort. L'ovule déchire
la peau de l'ovaire. D'accord. Et donc la femme sent. Quand moi je suis en réunion ou quand je suis dans une assemblée avec les femmes, et brusquement vous allez voir une femme qui veut s'asseoir, mais ne s'assoit pas directement sur ses deux fesses, mais s'assoit sur une seule fesse et se redresse après. Ça veut dire qu'elle est en train d'ovuler à la partie droite, c'est pourquoi elle ne veut pas. Il y a la douleur ici au bas-ventre, la partie droite. Mais si c'est gauche, elle va s'asseoir sur la fesse droite et éviter de s'asseoir directement Parce que sur. c'est douloureux. Voilà. Mais au moment même de l'ovulation, la femme sent comme une piqûre d'aiguille à l'intérieur. D'accord. Et parfois, Dans le vagin? Non, pas dans le vagin, au bas-ventre. D'accord. Au bas-ventre ici, D'accord. au bas-ventre. Pas au milieu, hein. D'accord. Le milieu c'est l'utérus, c'est de côté là. D'accord. Et donc c'est comme une piqûre d'aiguille à l'intérieur. Et les femmes sursautent quand vous êtes avec des femmes, vous êtes assis à une réunion avec des femmes et une ovule dedans, si vous êtes attentionné, Si vous vous observez remarquez. bien. Oui, moi je sais parce que je suis attentionné. Oui. Quand vous voyez la femme, subitement, elle tient le bas-ventre et elle commence à gratter, tout comme si quelque chose l'a piqué à l'intérieur. Oui. Elle l'a ovulé. D'accord. Elle l'a ovulé. Un ovule est sorti. Et bien avant l'ovulation, c'était douloureux. Et c'est pourquoi elle ne s'assied pas d'office sur une fesse. Elle évitait de s'asseoir sur la partie. Et donc, quand l'ovule sort, la femme sent. Même si la femme, vous êtes marié, votre femme est en sommeil et ovule pendant la nuit, elle se réveille brusquement dans le sommeil là, et puis elle gratte. Elle commence à gratter le bas-ventre. Et toi, le mari, tu sais que ta femme a ovulé. J'espère que les hommes nous suivent. Hein. Oui, les hommes nous suivent, les femmes savent bien ce que je dis. Ce que je dis là, les femmes savent très bien ce que je dis. Oui. Et donc, c'est comme ça que ça... C'est sûr qu'elles ressentent ça, mais elles ne pouvaient pas savoir que c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais elles ressentent très bien ça. Oui. Et donc, c'est comme ça et que la femme ressent l'ovulation. Oui. Mais ce n'est pas encore fini. Puis, il y a encore un autre niveau d'observation. Oui. Pendant la phase ovulatoire, pendant la période ovulatoire, la femme sent un fourmillement dans les seins. La femme a envie de gratter ses propres seins. Et elle sent un fourmillement qui lui fait plaisir à l'intérieur. Et c'est différent de la lourdeur que la femme sent à la veille des menstrues. À la veille des menstrues, le sein est lourd, douloureux, et puis la femme n'aime pas toucher, qu'on touche. Mais quand elle est en période ovulatoire, elle a le plaisir, elle sent le plaisir à cause des fourmillements du sein. Des seins. Voilà, donc tout ça, c'est des indicateurs pour dire que c'est la période ovulatoire. Mais comment savoir quand on sort de la période ovulatoire? Mais la femme, dans cette méthode naturelle de naissance, la femme prend sa température chaque matin. À la même heure. Si c'est à 7 heures ou c'est à 6 heures, la femme se réveille le matin, place son thermomètre, et puis note sa température. Il y a une fiche pour ça. Et donc, cette fiche-là, elle note sa température chaque jour, à la même heure. Si elle oublie... C'est une fiche qu'elle... Oui, c'est une fiche que nous distribuons souvent. Ah, d'accord. Oui, nous pouvons mettre sur notre site après, les gens vont télécharger et prendre. D'accord. Donc, elle prend sa température chaque jour, et elle note sa température. Chaque jour, chaque matin, à la même heure. Et avant l'ovulation, même avant la ponte de l'ovule, alors la température de la femme au réveil est toujours inférieure à 37. Toujours inférieure à 37. Et c'est bas. Mais à l'ovulation, la température chute encore plus bas. Et le lendemain, la température monte plus haut que 37 degrés. Parce que la femme est devenue une couveuse. Et ce décalage de température, dès qu'on voit le décalage, on sait qu'elle a ovulé. Le décalage signale qu'elle a ovulé. Ce n'est pas un décalage causé par le palu, causé par une maladie. Et comment on peut faire la différence? La différence est que si on regarde l'évolution de la température, la température est toujours au même niveau depuis le début. Et puis tout de suite, ça tombe vers le bas. En fait, le changement de température est brusque. Et puis, il y a les autres signes, les autres phénomènes qui vous permettent de savoir que, bien, maintenant, la glaire est élastique. La douleur est atroce au niveau du bas-ventre. Et puis, le col est rond, ouvert et mou. Donc, c'est vraiment le moment. Et la température chute vers le bas. Ça peut aller même jusqu'à 35 là-bas, justement. Un matin, la femme voit que la température est totalement basse.
Et le lendemain, la température dépasse 37 degrés. Elle ne va plus chuter. Et tous les jours, elle va prendre sa température. La température va rester au-dessus de 37 degrés parce qu'elle est devenue une couveuse. Elle est en train de... L'utérus se dit, ayant un bébé qu'il est en train de protéger, qu'il est en train de chauffer. Et donc, la température reste en haut pendant 13-14 jours. Et donc, ce que nous disons là, on n'a pas besoin d'avoir un cycle régulier pour pouvoir maîtriser la méthode. Merci beaucoup à vous, Dr. Agor. Donc, on espère revenir là-dessus parce que c'est un sujet très intéressant. Oui. Donc, on vous retrouve la prochaine fois pour de meilleures explications. J'espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers couples, chères dames. J'espère que vous avez suivi. Prenez le rendez-vous, ne ratez pas le prochain rendez-vous. On va revenir là-dessus et vous aurez de plus amples explications. À jeudi prochain.